Mon ennemi, c'est la finance. On se souvient de cette phrase qui est devenue culte du président français François Hollande lors de sa campagne présidentielle. Ça reflète bien finalement le rapport hostile que beaucoup ont avec le milieu financier, l'argent, le pouvoir. Omar Fassal, financier lui-même et essayiste, a décidé justement de rompre avec les idées préconçues, les raccourcis faciles dans un livre qu'il intitule « Tout savoir sur la finance, l'argent, le pouvoir, la spéculation, le partage ». Il est avec nous ce matin. Bonjour Omar Fassal. Bonjour Charlotte. Alors pour commencer, expliquez-nous votre démarche. Vous en avez eu marre de tous ces préjugés sur votre métier finalement? Écoutez, s'il y a bien une chose que j'aime pas, ce sont les idées reçues, ce sont les idées préconçues. Donc l'originalité de la démarche, elle vient de son rejet de la démagogie. Donc j'ai essayé de traiter plusieurs accusations qu'il y avait à l'encontre du système financier et j'ai essayé de les traiter de la façon la plus objective possible, la façon la plus chiffrée possible, en regardant les faits plutôt que les idées reçues. Alors le problème, c'est quoi? C'est que les gens ne comprennent pas finalement, ça leur échappe ce monde de la finance. C'est vrai que c'est très abstrait finalement pour le commun des mortels. La finance est devenue un peu plus théorique qu'elle ne l'était, c'est-à-dire la finance aujourd'hui, c'est pas simplement un compte bancaire que vous avez auprès de votre banque ou un livret épargne. Donc il y a une partie de ces choses-là qui échappe peut-être un peu aux gens, et c'est un peu l'objet de cet ouvrage, c'est de faire de la vulgarisation, c'est d'expliquer le rôle de ces marchés financiers aux individus et d'essayer de les convaincre que il n'y a pas seulement que des méfaits, il y a beaucoup de bienfaits dans le système financier. Et justement, on va rentrer dans le vif du sujet. On parle beaucoup effectivement des méfaits de la finance. Parlez-nous des bienfaits s'il y en a. Écoutez, le premier bienfait dont tout le monde se souvient, c'est quand même la bancarisation. C'est le fait de pouvoir mettre son argent à l'abri et de pouvoir faire fructifier cet argent par la suite. C'est-à-dire que vos dépôts à la banque sont réutilisés par la banque pour ses investissements. C'est quand même de pouvoir recycler l'épargne dans la société d'une façon la plus appropriée possible. Puis par la suite, il y a d'autres avantages qu'on ne voit pas directement. C'est toute la gestion des risques financiers. C'est-à-dire que grâce au système des assurances et grâce aux produits dérivés qu'on accuse très souvent, ces produits-là sont disponibles pour les investisseurs dans la société pour essayer de couvrir le risque et pour essayer de gérer le risque financier. Alors parlez-nous un peu de ces produits dérivés, juste pour bien comprendre. Les produits dérivés, ce sont des produits, c'est ce qu'on appelle des contrats à terme. C'est un contrat par lequel, par exemple, typiquement, vous allez vous engager à acheter une denrée d'ici une durée déterminée à un prix déterminé. Donc si j'ai un contrat sur le baril de pétrole aujourd'hui, je m'engage à acheter un baril de pétrole dans 3 mois à $100 par exemple. Donc je n'achète pas le baril de pétrole aujourd'hui, c'est un contrat qui me permet de fixer la quantité et le prix que je vais acheter dans le futur. Alors du coup, ça ouvre la porte à la spéculation, ce qu'on appelle, c'est un autre grand terme qui est utilisé dans ce que vous dites, les dialogues démagogiques. Expliquez-nous les bienfaits de cette spéculation parce qu'il y en a. La spéculation n'est pas le grand mal qu'on a bien voulu nous faire croire. C'est-à-dire que la spéculation, elle existe depuis le temps des Grecs. On a des écrits d'Aristote où Aristote lui-même critique la spéculation. Et pourtant, la spéculation a survécu depuis les Grecs jusqu'à nos jours. Donc c'est bien qu'il y a là quelques avantages. Si on n'en avait pas, on aurait bien eu des hommes politiques assez courageux pour y mettre un terme. Parmi les avantages de la spéculation, c'est que ça améliore la transmission de l'information, ça améliore le processus de formation des prix. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des informations qui tombent sur le marché, c'est les spéculateurs qui sont des gens qui réagissent très rapidement vont intégrer ces nouvelles informations très rapidement dans les prix. Par la suite, vous avez la spéculation, c'est à la liquidité. C'est-à-dire à partir du moment où vous commencez à avoir beaucoup de spéculation sur un marché, vous avez beaucoup de liquidité. La liquidité, elle sert aux emprunteurs parce que le taux d'intérêt auquel ils empruntent, il devient plus bas. Et elle sert aux prêteurs parce que pour les prêteurs, cela leur facilite la possibilité qu'ils ont de rentrer et de sortir de leurs investissements si jamais ils ont des passifs financiers à éteindre. C'est-à-dire s'ils ont besoin de cet argent typiquement pour acheter une voiture, pour payer des études, ils peuvent ressortir du marché très rapidement. Et en dernier lieu, sans la spéculation, il n'y a aucun produit des marchés dérivés qui pourrait fonctionner correctement. Parce que si vous voulez des gens qui puissent se couvrir à la hausse, il faut des gens qui puissent se couvrir à la baisse. Avec les conséquences que vous disiez, donc manque de liquidité pour les États aussi d'investir dans des grands projets structurants, par exemple. Exactement, tout le système financier, avec le système bancaire qui est derrière, qui est utilisé par les États pour investir dans des gros projets, tout ce système-là aurait moins de ressources à sa disposition s'il n'y avait pas de spéculation. Parce que la spéculation, c'est une liberté. C'est la liberté de pouvoir acheter à 10 heures du matin et la liberté de pouvoir vendre quelques minutes plus tard. Si vous enlevez cette liberté-là, vous avez plein de gens qui ne vont pas vers les marchés financiers, donc ils gardent leur argent dans le fond de leur jardin, dans leur coffre, et qui ne veulent pas le réinvestir dans le système bancaire. Alors, il y a quand même des dérives à cette spéculation. Vous en êtes conscient? Je pense qu'aucun système n'est parfait, que si quelqu'un vous disait qu'un système était parfait, il vous mentirait. Le problème qu'on a avec la spéculation, c'est que
Lorsque le marché s'éloigne de l'équilibre, lorsqu'il est dans ce qu'on appelle une bulle financière, à ce moment-là, on a une corrélation positive entre la spéculation et la volatilité des cours. C'est-à-dire que plus on va avoir de la spéculation, plus les prix vont augmenter pour atteindre des maxima qui sont très importants, ou vraiment s'écrouler pour atteindre des minima qui sont très importants. C'est un des problèmes de la spéculation. Il faut voir le système dans son ensemble, il ne faut pas voir que les mauvais côtés. Mais les conséquences d'une mauvaise spéculation, elles sont quand même dramatiques. On se souvient de la crise des subprimes avec des milliers de foyers qui se sont retrouvés sans logement. Je pense que la crise des subprimes était un peu plus compliquée que ça. À mon avis, la crise des subprimes, elle venait d'abord de beaucoup d'inégalités de richesse dans la société américaine qui ont poussé les plus pauvres dans cette société à s'endetter excessivement. Si ces gens-là avaient une richesse qui avait été redistribuée, ils n'auraient pas eu besoin d'aller s'endetter. Donc, une fois qu'ils avaient besoin de s'endetter, vous avez en face des marchés financiers qui ont mis en place des produits titrisés, qui sont des produits super, qui sont des produits qui rendent un grand service à l'économie, mais simplement, quand on fait une innovation, il y a eu des excès. Et on a utilisé cette innovation en faisant baisser les critères pour émettre ces produits-là. C'est-à-dire que les critères nécessaires et requis pour utiliser ces produits d'une façon sereine n'ont pas été respectés. Donc à partir de ce moment-là, vous avez des gens qui ont besoin de s'endetter, vous avez des produits qui permettent de le faire, on arrive à la catastrophe qu'on a eue. S'il y avait plus de répartition de richesse et si ces produits avaient respecté des contraintes pour être utilisés sereinement, on ne serait pas là aujourd'hui. Alors je voudrais vous interpeller, Omar Fassel, sur un problème mondial, c'est la famine, la faim dans le monde qui touche beaucoup de pays. Alors quelle est la responsabilité de la finance dans la volatilité des denrées alimentaires? Je pense au riz, au blé, au maïs par exemple. Il y a eu un vrai véritable problème, c'est-à-dire qu'avant cette crise de 2008, on avait à peu près 750 millions de personnes qui avaient faim dans le monde, et suite à la crise, on a dépassé le cap du milliard. Donc il y a des vraies questions à se poser. Aujourd'hui, heureusement, on est revenu aux 750 millions qu'on avait avant. Simplement, le constat est plus compliqué qu'il n'en a l'air, parce que vous avez des produits agricoles qui sont des produits très financiarisés, c'est-à-dire qu'il y a des contrats dérivés dessus. Les investisseurs peuvent influer sur le prix de ces produits-là. Et ces produits-là, vous en avez qui n'ont pas bougé du tout. Vous en avez quelques-uns dont le prix a baissé. Et en face, vous avez d'autres produits agricoles sur lesquels il n'y a pas de produits dérivés et pourtant, leur prix a augmenté. Donc, ça veut dire que la finance n'a rien à voir là-dedans? Elle a moins à voir là-dedans qu'on voudrait bien le faire croire aux yeux des gens. On a quelques produits qui ont augmenté à cause de la spéculation, mais pas tous les produits. C'est-à-dire que quand on regarde toutes les études qui ont été faites, la part de la spéculation est mineure. Les causes de la faim, elles sont connues. Ça vient des catastrophes naturelles. C'est-à-dire qu'à chaque année, vous avez des catastrophes naturelles. Vous avez une récolte qui est très mauvaise. Les récoltes agricoles, malgré tous les progrès techniques qu'on a aujourd'hui, elles demeurent très dépendantes de la météo. Vous avez des causes d'instabilité politique. Vous pouvez avoir des guerres, des problèmes politiques qui vont aller détruire eux-mêmes les récoltes. Et puis par la suite, on a un gros problème qui s'appelle la mondialisation, qui fait qu'on a des stocks qui ont baissé. Donc lorsqu'on a ces catastrophes naturelles, on a des stocks chez tous les pays qui sont moins importants pour faire face à ces produits-là. Donc il y a beaucoup de problèmes sur la table. Arrêtons de pointer la finance aussi. Et vous parlez de stabilité politique qui peut entraîner la volatilité des prix, c'est le cas pour le pétrole? Le problème du pétrole ne venait pas de l'instabilité politique, parce que les gros producteurs de pétrole, qui sont les pays arabes, ils n'ont pas de problème politique. Au contraire, c'est des pays qui sont très stables. Le problème du pétrole, il vient du fait qu'on a eu une demande qui était très importante de la part des pays émergents. Il suffit de sortir dehors dans n'importe quel pays émergent pour voir que vous avez des embouteillages monstres. On a eu un problème avec le dollar, c'est-à-dire que le dollar a beaucoup baissé. Et comme le pétrole se vend en dollars, ça fait que le prix relatif du baril ne coûte pas cher pour ces gens-là. Vous avez un problème des caisses de compensation qui, partout dans le monde, on estime qu'on a la moitié de la population mondiale qui profite des mécanismes de caisses de compensation. Donc vous avez une demande qui est très forte. Vous avez les pays de l'OPEP qui ont dit officiellement, quand on était en 2000, quand le prix du baril a largement dépassé 100 dollars, on n'augmentera pas la production parce qu'on pense que la volatilité du cours dépend uniquement de la spéculation. Je pense que c'était une erreur. Et à ce moment-là, vous avez un prix du baril qui augmente. Omar Fassel, dernière question. Est-ce que votre manière de faire de la finance a changé depuis 2008? J'ai toujours gardé confiance dans cette industrie financière. Je pense qu'il y a beaucoup de biens qui peuvent venir de l'industrie financière. Je pense que c'est un moteur qui peut aider au développement du pays. J'ai beaucoup écrit sur ça dans mon bouquin où j'explique que la sophistication du système financier, c'est pas simplement une conséquence du développement, c'est une cause du développement. C'est parce que vous avez un système financier qui est au niveau que vous arrivez à avoir un développement qui est très important. Donc il y a eu des erreurs. J'espère qu'on va les corriger et puis qu'on va aller de l'avant très sereinement. Très bien, merci Omar Fassel d'avoir été avec nous ce matin. Je vous rappelle que vous êtes financier et essayiste et d'ailleurs vous avez sorti un livre récemment qui s'intitule « Tout savoir sur la finance, l'argent, le pouvoir, la spéculation, le partage ». Merci à vous.